Good. Okay, Sean, you good? Roll. And if you could do me a favor, just before you start, do the clap so that we're all in sync. Okay. All right. Great. All right? Okay. Whenever you're ready. Je veux commencer avec une discussion de vos relations avec Chabrol. Et j'imagine que vous avez fait sa connaissance à l'époque d'une affaire de femme. Même avant, pour Le Cheval d'Orgueil, c'est le premier film que j'ai fait avec lui. Et ça c'était comme quoi, par exemple C'était assez drôle parce que je suis venu dans son bureau. La production, c'était Georges de Borgard qui avait produit Pierrot le Fou, qui avait produit Godard, qui avait dit à Godard, après la projection de Pierrot le Fou, vous m'avez ruiné. Évidemment, 2 mois après, lui avait dit, tu n'as pas des copains qui veulent faire du cinéma. Et ce Georges de Borgard était vraiment quelqu'un de très singulier, très généreux. C'était le cinéma d'une autre époque. Et Chabrol donc faisait Le Cheval d'Orgueil, qui était un livre que tous les Français avaient acheté sans pouvoir le lire, parce que c'était un énorme livre sur les Bretons, le pays bigoudin. C'était un livre qui faisait 1000 pages. Mais le livre était très à la mode, et donc tous les Français l'avaient mis dans leur bibliothèque. Et je pense que Borgard voulait faire un peu un film comme L'Arbre au sabot ou quelque chose comme ça. Et alors nous sommes partis en Bretagne tourner ce film. Et Chabrol m'a demandé combien je mesurais. Quand je lui ai dit que je mesurais 1m74, il m'a dit « Ah, c'est très bien parce que j'ai déjà engagé l'actrice qui est un peu petite, donc je ne veux pas d'un grand acteur. » Après, il m'a dit « Je t'ai vu dans un film, tu es formidable, j'avais juste fait un film avant. » Et ensuite, sa femme m'a confié qu'il n'avait certainement pas dû voir le film, mais simplement une émission à la télévision. Mais la rencontre avec lui était extraordinaire. C'était vraiment un grand monsieur d'une très grande intelligence, d'une aptitude à la joie de vivre complètement hors du commun. C'était non seulement un grand metteur en scène, mais aussi un homme très singulier, très intelligent. Et il aimait beaucoup les acteurs, il travaillait toujours avec la même équipe. On faisait midi 7h30 en horaire, à 4h30 on avait terminé. Donc pour lui, la vie était aussi très importante, même peut-être plus importante que le cinéma. Donc le matin, il se faisait raconter par les techniciens ce qu'on avait fait la veille au soir. Et ça, c'était une de ses grandes joies, de savoir si on avait bien mangé, si on était sorti après, si on avait bien fêté le tournage. Ce qui était très intéressant, c'était artistiquement. Moi, j'avais comme but d'être le plus disponible possible, c'est-à-dire ne pas poser de questions, avoir travaillé en amont suffisamment sur le script pour avoir répondu plus ou moins à toutes les questions que je me posais. Donc je suis arrivé très disponible sur le film et il a adoré ça. Il trouvait que j'étais un acteur facile et il aimait beaucoup les acteurs qui ne l'encombraient pas. Ouais. Donc il est un peu tombé comme ça en amitié pour moi, ce qui m'a évidemment beaucoup ému. Et ensuite nous avons fait 4 autres films, toujours dans le même principe. Il pensait souvent à moi pour tourner. C'était comme pour moi un père spirituel. Je buvais tout ce qu'il disait. Je m'intéressais aussi à la mise en scène, donc très souvent il me montrait comment il allait faire le plan. Je discutais aussi beaucoup avec les techniciens, par exemple le cadreur. Nous arrivions sur le décor qu'il n'avait même pas repéré, puisqu'il ne repérait pas les décors. Et il voulait laisser son intuition vierge, donc il entrait dans le décor, repéré par le décorateur. Et il cherchait le premier plan, le master, et il était avec son viseur, il arpentait la pièce, et d'un seul coup, il indiquait la place, le cadreur mettait un coup de craie par terre. Et je discutais après avec le cadreur, Michel Thirier, en lui disant ça y est, c'est ça la bonne place du premier plan. Et il me dit, ça fait 20 ans que je travaille avec lui, 20 ans que je cherche une meilleure place que la sienne, et 20 ans que je ne la trouve pas. Et il avait un point de vue très sûr. Et
qui lui plaisait, c'était finalement de travailler avec une équipe très fidèle à qui il n'avait plus rien à demander. Les gens savaient toujours tout ce qu'ils voulaient. Il était fasciné par l'intelligence et la facilité de faire les films. Il ne se posait pratiquement jamais de questions, ou alors ça durait 5 minutes, on le voyait rôder sur le décor, mais très rapidement les choses s'enchaînaient. De surcroît, et c'est la seule fois que j'ai rencontré ça, il ne filmait que ce qu'il allait monter. Ouais. Donc vous Ouais. pouviez couper les claps et faire vous-même le montage. Jamais vous n'étiez dans un plan qui aurait sauté au montage, parce que le montage se faisait dans sa tête. Finalement, il découpait le montage et il tournait bout à bout le film qu'il voulait faire. Et c'était très vite, le tournage. Oui, relativement vite. Il était très respectueux du plan de travail et très respectueux de la production, pas vouloir dépasser. Il voulait aussi pas faire de gros succès parce qu'il disait que s'il faisait un gros succès, tous les producteurs de Paris lui demanderaient de faire le même film derrière. Ouais. Donc lui, ce qui l'amusait, c'était changer complètement d'humeur, de sujet. Ce qui est intéressant avec lui, c'est de penser qu'il a fait 57 films. Ouais. Il est le metteur en scène français qui a fait le plus de films, dont au moins une bonne quinzaine de chefs-d'œuvre. Donc il avait une intelligence supérieure. Moi je disais toujours qu'il était comme Flaubert. Il aurait pu signer homme supérieur. Vous savez, Flaubert disait ça, mais c'était pas dans le complexe de supériorité. C'était dans le bonheur de vivre. Une de ses phrases préférées, c'était « l'intelligence mène au bonheur et vice-versa ». Donc pour lui, l'intelligence servait à chasser tous les problèmes en un quart de seconde pour profiter au maximum de la vie. C'était très agréable d'être à ses côtés. On se sentait très intelligent à ses côtés. Et c'était une aventure gastronomique pendant les tournages aussi? Oui, mais ça a été beaucoup la légende du metteur en scène. Alors il laissait faire. Bien sûr, il aimait beaucoup manger, il aimait beaucoup boire du bon vin. Mais un jour, on était dans une cantine qui n'était pas très bonne et je lui dis c'est pas très bon ce qu'on mange, et il me regarde et il me dit quelle importance. Donc je ne pense pas qu'il ait vécu pour manger et pour boire. Je pense qu'il était tout le temps autour du bonheur de son équipe. C'était quelqu'un de très généreux et voilà, c'était ça qui lui plaisait. C'était le matin, retrouver des techniciens heureux d'être avec lui, heureux de faire un film avec lui, heureux de vivre. Et il avait là-dedans compris quelque chose que souvent les jeunes metteurs en scène ne comprennent pas. C'est plus l'équipe est contente, plus elle va faire la fête, entre parenthèses, plus elle va pour se déculpabiliser d'avoir fait la fête, travailler excessivement bien. C'est comme si elle devait rendre au cinéma ce que la vie lui apporte. Et ça, c'était une philosophie fantastique. Et les tournages étaient toujours très heureux, parce que comme je vous le disais, c'était souvent des gens qui travaillaient avec lui depuis ses débuts. Et vous trouvez que c'est un esprit qui est perdu maintenant? Non, je pense qu'il existerait encore. Je crois qu'il y a des metteurs en scène, mais la pression est venue aujourd'hui. Les budgets aussi sont resserrés. Le cinéma s'est démultiplié, beaucoup de metteurs en scène. Il y a aussi des gens très talentueux, d'autres qui le sont moins. Donc il y a aussi des metteurs en scène qui sont débutants et qui pensent qu'il faut souffrir pour faire un film. Bon, ça c'est très dommageable. Si vous comprenez, si le cuisinier doit souffrir pour faire à manger, si l'acteur doit souffrir pour jouer, si le journaliste doit souffrir pour faire une interview, si tout le monde doit souffrir pour faire ce qu'il a à faire, alors le plaisir n'est plus une motivation intrinsèque. Et ça, c'est bien dommage, parce que moi, je fais partie, grâce à lui, de ceux qui pensent que le bonheur est une motivation supérieure à la douleur en termes de création. Et l'amitié entre vous deux, ça a continué après le dernier film ensemble? Oui, on a toujours été assez liés. Toutefois, on était deux hommes. Il aimait beaucoup les femmes, moi aussi. Il était assez pudique, moi aussi. Moi, je le regardais comme un grand homme. Donc, je pense qu'il appréciait cette charge d'admiration que j'avais pour lui. Lui disait toujours beaucoup bien de moi, mais toutefois, il n'était pas très prolixe, pas très disert. C'était pas quelqu'un qui faisait beaucoup de compliments, mais
quelquefois, un jour, il me regardait dans les yeux et il a dit à sa femme, regarde bien ce qu'il a dans ses yeux. Voilà, on voit qu'il est bon. On voit dans ses yeux que c'est un homme bon. Voilà, c'était le maximum de compliments qu'il pouvait faire. Aussi, il y avait quelque chose qui fonctionnait très bien entre nous, c'est qu'il faisait une prise ou deux. Ouais. Et que moi, j'adorais ça. Je pense que j'aime beaucoup l'idée du départ, du starter. J'aime beaucoup cette idée qu'il y a un moteur action, quelque chose qui nous libère immédiatement. Et je crois beaucoup aux premières prises. Ensuite, j'ai rencontré des metteurs en scène, 15, 20, 30 prises. Mais souvent pour revenir au montage à la première ou à la deuxième. Et lui pensait aussi que l'ennemi, le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, c'était aussi quelque chose qu'il disait sans cesse. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc, moi, j'ai gardé de lui des choses que j'aimerais bien exprimer comme metteur en scène si un jour je fais un film. C'est d'encourager les acteurs, les valoriser, même quand ils sont en dessous. Il vaut mieux stopper la séquence au bout de 2 prises, même si vous n'avez pas entièrement ce que vous voulez. Bizarrement, vous valorisez l'acteur pour le plan d'après, qui lui-même se dit « Ouais, je n'ai peut-être pas été très bon dans ce plan-là, je vais me rattraper après. » Alors que les metteurs en scène, souvent débutants, qui exigent, c'est un problème de caractère, mais qui exigent que le plan soit parfait en termes de jeu, ils atteignent votre confiance. Tant et si bien que le plan d'après, vous êtes déjà en deçà, vous avez tendance à vous contrôler tout ce qui est négatif en ce qui concerne le jeu, qui est quand même une histoire animale, donc une histoire d'abandon et en tout cas pas une histoire de contrôle. Ouais. Et c'était quand la dernière fois que tu as vu Chabrol? Est-ce que vous avez vu La Chabrol? dernière fois, il est venu parce que Michel Drucker l'avait invité pour une émission qui me consacrait. Il était déjà un peu plus vieux. Il était venu, j'étais très ému, je ne savais pas quoi lui dire. Il est venu dans ma loge, je l'ai embrassé. Il était aussi relativement timide, donc il ne savait pas quoi dire, moi non plus. On ne s'est pas dit grand-chose. L'émission a commencé et il a juste dit à Drucker, mais ça fait 15 ans que vous auriez dû l'inviter, cet acteur-là. Voilà, c'était encore quelque chose pour me faire plaisir. Et moi, je l'invitais des fois avec sa famille, j'étais lié avec sa fille, avec sa femme, où j'avais un courant qui passait beaucoup mieux. Avec sa femme, j'étais moins timide qu'avec lui, parce que lui m'impressionnait beaucoup. Mais avec sa femme ou sa fille, j'avais des contacts beaucoup plus spontanés, donc ça marchait par ricochet, c'est-à-dire ce que je disais à sa femme ou à sa fille, elle lui répétait, donc il savait ce que je pensais de lui, ce que je pensais de notre travail. Et moi, j'étais tout débutant quand j'ai travaillé avec lui, c'était mon 2e film. Et par la suite, j'aurais pu faire beaucoup plus de films avec lui que je n'en ai fait, mais quelquefois, je n'étais pas d'accord avec la production. Souvent, les producteurs étaient maladroits et ça ne me plaisait pas, la façon dont ils envisageaient les choses. Je regrette, je dis ça parce que je regrette, j'aurais pu faire son dernier film. Mais finalement, le producteur s'y est mal pris et je commençais à avoir beaucoup de propositions, j'ai abandonné. Mais finalement, avec le temps, je regrette parce que j'aurais encore eu des choses à lui voler en termes de mise en scène et surtout en termes de philosophie. C'était quelqu'un qui connaissait très bien la vie. Et quand vous lui posiez des questions sur la vie, il avait toujours presque le souci de répondre comme des aphorismes en vous disant, je lui dis un jour, comment est-ce que tu te débrouilles toi dans la vie, ce que tu donnes aux autres? Et il me répond 50% pour moi, 50% pour moi et les autres. Bon, il avait cette espèce de sincérité incroyable, et très intéressante parce qu'on se disait, mais après tout, on se voudrait plus généreux que ça. Mais qu'est-ce qu'on donne aux autres? Lui avait l'honnêteté de dire 50% pour moi, 50% pour moi et les autres. Alors que souvent, on est à 98% pour soi. Je pourrais être intarissable sur lui parce qu'il était la personne dans ma vie qui m'a le plus impressionné, le plus guidé, et le metteur en scène qui m'a le plus aimé. Très bien.
Alors, so now we'll start talking about Rien ne va plus. Okay. Je vais commencer avec Oui, Rien ne très va plus bien. parce que c'est plus léger. Oui, très bien. Ouais. Et je ferai une introduction. D'accord. Do I have to do the clapper again? Yes. Okay, great. My name is Kent Jones, and I'm in discussion with François Cluzet, and we're talking about Rien ne va plus by Claude Chabrol. Rien ne va plus, c'est un film. Il y a des films légers de Chabrol, un peu moins. Bien sûr. Il y a des chefs-d'œuvre Bien comme sûr. des grands films comme Le Boucher ou L'Enfer. Oui, Et puis Rien ne va plus, c'est un autre type de film. Bien sûr. Et ça, qu'est-ce que c'est l'origine de ce film? L'origine, je ne la connais pas trop. Je pense qu'il voulait encore faire des films avec Isabelle Huppert Ouais. et qu'il avait envie de retrouver Serrault. Je crois qu'il n'avait jamais tourné avec Serrault, si avant Les Fantômes du Chapelier. Il avait fait Ah ouais. avec Aznavour et Serrault Les Fantômes du Chapelier. Il était très épaté par le talent de Michel Serrault Mhm. dans le registre dramatique. Ouais. Et donc Rien ne va plus, c'est un peu l'histoire de deux brigands, Mhm. Huppert et Serrault, qui essayent de faire la peau à un jeune type qui a beaucoup d'argent. Mhm. Et moi, je joue un second rôle dans le film. Ce qui était le premier souvenir que j'en ai, c'est une soirée qu'on a passée où Serrault nous a invités au restaurant, on tournait en Suisse, et où je n'ai jamais autant ri entre Serrault et Chabrol, Mhm. qui était très drôle. Mais parallèlement à ça, le tournage était comme d'habitude, c'est-à-dire relativement peu de plans, Mhm. très peu de prises. Mhm. Et c'est ce qu'aimait Serrault aussi, c'est ce qu'aimait Huppert, c'est ce que moi j'aimais. Il résolvait tous les problèmes. Serrault ne savait pas son texte. Ah ouais? Dans une scène, il avait du mal à mémoriser le texte à la fin de sa vie, Serrault, Mhm. et perdait un peu la mémoire. Donc il y avait une scène de téléphérique, de téléski, vous savez, à la montagne, de télésiège. Ouais. Et alors il dit à Chabrol, je ne suis pas sûr de mon texte. Et Chabrol lui dit, tiens, lui donne le texte, il lui dit, lis-le. Mhm. Il lui dit, mais dans le plan. Il dit, oui, on croira que tu regardes un catalogue d'un hôtel, ça ne pose pas de problème. Et Serrault fait toute la scène en regardant son texte. Et effectivement, on ne se doute pas un seul instant que c'est le texte. Mhm. Vous comprenez, c'était ça son intelligence. Mhm. C'était ça sa maxime. L'intelligence mène au bonheur et vice-versa. Et il le prouvait sans cesse. Dès qu'il y avait une difficulté, il trouvait la parade. Et comme il avait une telle expérience du cinéma, du cadre, du point même, je me souviens d'une discussion avec un assistant opérateur qui lui disait sur qui je fais le point. Par exemple, nous étions tous les deux avec cette caméra. Et il dit, je ne peux pas faire le point sur ce monsieur ou sur cet autre monsieur. Et il était loin de là. Et il dit, mais non, de cet endroit-là, il y a le point sur les deux. Mhm. Le type a sorti sa règle, vous savez, la règle où on a les points. Et il a mis 10 minutes à calculer le truc. Et à la fin, il a dit, vous avez raison, monsieur. Il savait absolument tout. Ce qui était drôle, c'est qu'il avait tout appris parce qu'au début, il ne savait rien. Il y a une anecdote formidable sur lui. Le premier jour, dans le Beau Serge, l'opérateur lui dit, tu peux regarder dans l'œilleton pour voir si ça te va. Il dit, non, mais ça me va. Non, non, Chacha, viens voir dans l'œilleton. Alors, il se déplace, il va à la caméra, il regarde, et il dit, ça va. Mhm. Et le deuxième plan, l'opérateur lui dit, viens voir si ça va encore. Mais ça va, mais viens voir. Il retourne à la caméra et là, le cadreur se rend compte qu'il ne regarde pas dans l'œilleton. Il s'est trompé, il regarde dans une vis. Ouais, ouais, Hein? ouais, je comprends. Ouais. Il regarde dans une vis de la caméra, il ne sait même pas où est l'œilleton. Mhm. Mais il dit, ça va, ça Mhm. va. Mhm. Donc c'est ça sa fraîcheur Mhm. magnifique, permanente, espèce de candeur Mm. créative. C'est ça qui est très beau chez lui, vraiment. Mhm. Alors, comme vous dites, il a fait 15 chefs-d'œuvre, 57 films, 6 ou 7 nanars, Ouais. il disait lui-même, des très mauvais films pour payer ses impôts. Ouais, de temps en temps. Ouais. Et puis des films très inégaux. Ouais. Et Rien ne va plus rentre peut-être dans ce genre de cinéma qui est un peu plus simple, dont le scénario
est moins écrit, c'est Ouais. c'est possible. Mhm. Moi, j'avais un rôle qui ne m'offrait pas grand-chose. Ouais. J'avais un second rôle, notamment une scène à l'aéroport Ouais. où il filme en gros plan Isabelle Huppert et je suis pratiquement accolé à elle. Mhm. Et elle dit c'est bon, on change de séquence. Et n'a pas pris la peine de me filmer moi parce qu'il savait qu'il ne me montrait pas. Et donc il était d'une franchise, d'une honnêteté folle. C'est-à-dire qu'il n'était pas qu'un autre metteur en scène aurait quand même pris le plan sur moi, puis éventuellement ne l'aurait pas monté, ou alors autrement aurait réalisé son film au montage Ouais. en essayant d'extirper ce qu'il y avait de meilleur. Mhm. Parce qu'on dit souvent que le tournage est la critique de l'écriture Mhm. et que le montage est la critique du tournage. Ouais. Mais chez lui, non. Mhm. Chez lui, il y a écriture, tournage, montage. Mhm. Il ne tourne que ce qu'il monte. C'est Vous toute pouvez une- couper ouais. les claps, comme je vous le disais, Ouais. et mettre avec les numéros du clap le film dans l'ordre. Ouais. Ça, ou d'autres anecdotes dans Le Cheval d'Orgueil, où le décorateur était un Américain qui s'appelait Hilton McConico. Et ce décorateur ne savait absolument pas qu'est-ce que c'était que la Bretagne des années 1910. Ah. Nous avions un lavoir. Un lavoir, vous savez ce que Non. c'est? C'est une espèce de bassin où les femmes lavaient leur linge. Ah ouais. Hein. Alors on arrive sur le décor et le lavoir était rempli de mousse parce que ça faisait 30 ans qu'il n'avait pas servi. Mhm. Et alors Chabrol qui ne repérait jamais les décors, qui laissait ça au décorateur, arrive sur le lavoir et éclate de rire. Mhm. Appelle Hilton en lui disant mais un lavoir en marche. Et l'autre n'avait jamais vu un lavoir de sa vie. Donc il dit mais c'est un lavoir. Il lui dit oui mais là c'est un lavoir qui n'a pas servi depuis 30 ans. Voilà, c'était toujours ces trucs-là, il n'y avait jamais de problème. Il disait que d'arriver pour lui dans un décor, la première impression devait être la bonne, comme s'il découvrait les choses. Mhm. Pour revenir à Rien ne va plus, Mhm. j'ai eu un moment avec Serrault aussi qui était très émouvant. Le film Dans les montagnes, en dans la Suisse. montagne, Ouais. oui. Ouais. J'avais quelques scènes avec lui, Ouais. mais je ne me souviens pas bien du film. Mhm. Je ne l'ai pas revu. Mais la scène qui m'a marqué, c'était une scène humaine. Je me souviens que Serrault et moi, nous sommes montés dans la même voiture pour rentrer à l'hôtel. Ouais. Et Serrault m'a dit mes filles. Puis il a pris un temps incroyable. Puis il m'a dit mais pourquoi je dis mes filles vu que j'en ai plus qu'une. Mhm. Voilà, Mhm. c'est ça qui fait un acteur, je dirais. Mhm. Au-delà de notre métier, c'est d'être dans une intimité excessivement douloureuse. Mhm. Parce que les acteurs sont comme ça, sont très impudiques, ils disent tout ce qui leur passe par le cœur. Mhm. On ne dit pas ce qui nous passe par la tête, on dit ce qui nous passe par le cœur. Mhm. Une moindre émotion, le cœur se décharge, dit les peines, et Serrault était comme ça. Mhm. Et de travailler avec Huppert, c'était... Alors moi j'avais déjà tourné avec Huppert, Ouais. donc je m'entendais très bien avec elle. Ouais. Elle m'apprécie encore beaucoup parce que je suis un acteur facile. Je viens du théâtre, donc je travaille avant. Et Isabelle aussi. Et Isabelle Mhm. aussi travaille en amont. Donc je travaille en amont de mon côté. Mhm. Après, si j'ai des questions que je n'arrive pas à résoudre, je pose la question au metteur en scène. Mhm. Mais j'arrive sur le plateau, j'enlève ma tête. Ouais. Et c'est l'animal qui est dans la situation. Mhm. Pourquoi? Vous, les Américains, vous connaissez ça très bien. C'est même vous qui nous l'avez appris, Mhm. le jeu organique. Bien qu'on l'avait découvert aussi, Mhm. sans pouvoir le théoriser. Ouais. Gabin était un acteur organique. Ouais. Mais Comme vous, Spencer Tracy. mais voilà, Ouais. exact. Mhm. C'est mon acteur préféré. Vous venez de Ah le ouais? citer, Spencer Tracy. Mhm. Il est formidable. J'adore cet acteur. Ouais, Vous moi voyez, aussi. c'est un animal. Ouais. Donc, je pense que ça, évidemment, ça donne au metteur en scène tout de suite la chair et le sang du personnage, quoi. Mhm. C'est plus facile que de travailler avec des acteurs qui restent cérébraux. Ouais.
parce que c'est très délicat de poser des questions à ce moment-là. À l'encontre, les metteurs en scène qui viennent vous expliquer la psychologie du personnage entre deux prises sont très boring, comme vous Ouais, dites. ouais. Parce que ça va, j'ai lu le scénario, je sais quoi faire, et même si je ne sais pas, je sais dans quelle humeur c'est Ouais. écrit et quelle est la situation. Le reste, je vais le découvrir avec Ouais, le plexus, ouais, comme avec les vous-même. mouvements Ça, c'est très intérieurs. important. Ouais. Je crois que l'honnêteté d'un acteur, elle le dépasse. Elle vient de son corps, elle ne vient pas de sa tête. Ouais. Donc il faut que l'acteur soit prédisposé Mhm. à ce que son corps lui donne les éléments du jeu. Ouais, je comprends. Et souvent, c'est le partenaire qui vous donne les émotions. Ouais. Et de ces émotions, alors, vous pouvez, sans contrôler, renvoyer l'effet que vous donne le regard de votre partenaire. On n'existe toujours que dans le regard de son partenaire. Il y a une scène dans le film qui est très impressionnante. Votre scène, c'est la scène dans les montagnes où vous devenez un peu fou et proclamez la gloire de le fondu. Comme ça. Ouais. Ça, c'est très drôle. Ah, Ouais, oui. ouais. Oui, je me souviens de cette scène, tout à fait, je me souviens de cette Mhm. scène. Si vous voulez, on avait fait ce film après l'enfer. Ouais. Donc, quand on a fait l'enfer, Mhm. le rôle était tellement fort Mhm. que par la suite, Ouais. on n'avait plus rien à se dire. Quand je lui disais un jour, qu'est-ce que c'est la direction d'acteur pour toi? Mhm. Il me disait, la direction d'acteur pour moi, c'est ça. Ouais. Ça voulait dire, tu ne sais pas dans quelle direction aller. Mhm. Alors je te donne la direction pour aller, mais c'est tout. Ouais. Or, la direction d'un acteur, ça ne peut être, me semble-t-il, que le rythme Mhm. et l'humeur, Mhm. ce qui est à peu près la même chose. Ouais. Plus court, moins court, Ouais. et l'humeur. Ouais. Plus gai, moins gai, plus profond, encore plus intime, encore, jusqu'à vous descendiez jusqu'à fond dépressif Ouais. de l'artiste. Comme un instrument. Ouais, Exactement, ouais, comme ouais, un je instrument. comprends. Donc, il était tellement honnête Ouais. qu'il avait presque tout compris de la vie. Mhm. Il Mhm. savait que la malhonnêteté se répercutait toujours sur soi-même. Ouais. Donc cette honnêteté était extraordinaire à écouter, à entendre, à subir quand il vous parlait d'un plan. Ouais. C'était quelque chose que j'espère retrouver ça un jour. J'ai retrouvé un peu avec Guillaume Canet, Ouais. qui est aussi un metteur en scène qui m'a beaucoup donné, Mhm. mais toutefois pas dans la même facilité. Ouais. Alors, OK. All right. Just gonna take a moment and just stop Eddie for a sec. Une grande honnêteté, une grande... Okay. Hi, my name is Kent Jones, and here for a discussion with François Cluzet about Claude Chabrol's film L'Enfer. On peut commencer avec une discussion de l'origine de ce projet. Vous avez dit que c'était Beauregard, Georges de Beauregard, le producteur, qui a suggéré à Chabrol de faire le scénario de Clouseau. Non. Alors, de Beauregard était au départ du film Le Cheval d'Orgueil. Et ensuite... Oh non, Karmitz. Pardon, ouais. On reprend? Ouais, Vous voulez reprendre? Ouais. D'accord. Oh no. Do I need to say that again? I made a mistake. Do you think I should say it again, or Pick can it we? up from a previous, yeah. Yeah. Reprenons la question. OK. Je veux commencer avec l'origine de ce projet L'Enfer et c'était une suggestion de Marine Karmitz à Chabrol de refaire le scénario de Clouseau. Exactement. C'était Karmitz qui avait racheté les droits du scénario, comme vous le savez, du film inachevé de Clouseau. Il avait racheté les droits du script et voulait les confier à Chabrol parce qu'il avait une peur incroyable que s'il retombait sur un metteur en scène névrosé, ça referait la même chose qu'à l'époque de Clouseau, qui avait un vrai problème humain, c'est qu'il était
terriblement jaloux Ouais. et qui voulait faire ce film, qui était quasiment un film autobiographique sur la jalousie. Et Karmitz a compris à juste titre qu'il fallait donner ça à un metteur en scène placide, supérieurement intelligent, mais placide. Donc Chabrol a repris ce script, l'a modernisé, ou en tout cas lui a enlevé tout ce que Clouzot avait mis sur la cinétique, parce que Clouzot était complètement obsédé par Vasarely, par la cinétique, par tous ces trucs-là, et Chabrol ne comprenait rien à ça, et ça ne l'intéressait pas. On s'est retrouvé avec un script qui était assez réaliste, avec l'histoire d'un névropathe. C'est un névropathe, c'est un malade, et moi j'ai travaillé après sur le script, c'était très intéressant avec un psychiatre. Et un psychiatre m'a dit, il y a deux jalousies. La jalousie érotique, celle qui vous donne envie de serrer votre femme ou votre amant dans vos bras. Ça, c'est une jalousie érotique calculée, mise en œuvre. Ou une jalousie maladive. Celle-ci est grave parce qu'elle peut mener au meurtre. Et c'est de celle-ci dont il est question dans l'enfer de Chabrol. C'est donc un psychiatre qui m'a expliqué que la jalousie maladive partait de pulsions homosexuelles. Quand j'ai dit ça à Chabrol, il a éclaté de rire en me disant « Où est-ce que tu as trouvé un truc pareil ?» Pour lui, c'était trop compliqué. Mais le dernier jour du tournage, nous avons dîné avec Karmitz et sa femme, qui est une pédopsychiatre très renommée, qui s'appelle Caroline Eliatchev. Et pendant le repas, elle avait vu les rushs du film, et elle dit la jalousie maladive, c'est exactement ça, ce sont des pulsions homosexuelles. J'étais très content de dire à Chabrol, tu entends Chacha ce qu'il a dit. C'est une anecdote. Ce qui était très intéressant, c'était qu'il y avait deux personnages, comme un abord schizophrénique du rôle. Le type est amoureux de sa femme, c'est un type qui a de l'ambition, il a cet hôtel-restaurant, il a une très belle femme, et c'est plutôt un type assez simple à vivre, mais il y a un autre personnage dans sa tête qui est ce jaloux, où il est malade et où il voit sa femme traîner sans cesse avec, en l'occurrence, le personnage qu'il suppute être l'amant de sa femme, joué par Marc Lavoine. Et donc, ce qui était très intéressant, c'était cette bipolarisation, si j'ose dire. D'un côté, ce jeune premier, l'affiche, c'était Emmanuel Béard et moi en train de se marier, beau, jeune et plein d'avenir. Et on aurait pu dire que l'envers de l'affiche, c'était le cerveau malade de ce type. Donc moi, j'avais deux personnages là-dedans, et j'essayais tout le temps de jouer le premier personnage d'une manière assez lisse, assez simple, mais tout le temps dans ma tête des questions avec moi-même, et surtout la concernant elle. Donc c'était très intéressant. Et c'était la première fois qu'un metteur en scène me proposait un rôle aussi complexe au cinéma. Alors que j'avais déjà eu des rôles très importants au théâtre, c'était la première fois qu'au cinéma, j'avais un rôle aussi important et aussi difficile, entre parenthèses. Et c'était une expérience différente pour Chabrol, dans le sens que la complexité de ce personnage est extraordinaire. Évidemment, il a fait des films comme Le Boucher, par exemple, mais c'est pas exactement la même chose. C'était une autre forme d'énergie pendant le tournage. Oui, il y avait c'était toujours le même Chabrol, c'est-à-dire, encore une fois, ce mot qui lui colle parfaitement, l'intelligence, le bonheur de vivre. Il semblait dire tout le temps, n'oubliez pas que la vie tourne. Il était obsédé plus par la vie, encore plus que par le cinéma, et pourtant le cinéma était vraiment son affaire. Mais nous avons tourné exactement dans les mêmes
idées, très peu de prises, relativement peu de plans, puisque comme je vous le disais, sur une séquence, si vous aviez 3 ou 4 plans, c'était le maximum. Je parle d'une séquence d'1 minute. 3, 4 plans, un master, un plan en mouvement peut-être, ça dépendait de la mise en scène, ça dépendait de ce que faisaient les personnages, que lui voulait montrer, parce qu'il était un cinéaste de l'écriture cinématographique. Il n'était pas un capteur, il n'était pas un photographe, il était un cinéaste. Donc c'était souvent en mouvement. Mais à la différence de ce cinéma, Spielberg qui disait un plan toutes les 7 secondes, qui a foutu pas mal de merde dans le cinéma français. Parce que d'un seul coup, on a voulu imiter les Américains et Spielberg, et on s'est retrouvé avec des metteurs en scène qui faisaient 25 plans. Donc, vous montez 25 plans dans une séquence d'1 minute et vous n'y voyez plus rien. Et il n'y a plus aucun jeu. Donc, Chabrol était d'une ancienne école. Comme je vous l'ai dit, il montait le film et il le filmait d'après son montage. Il avait tout le film dans la tête. Au moment de l'écrire, il superposait toutes les séquences et au moment de les tourner, il reprenait la séquence et savait très bien ce qu'il voulait montrer dans cette séquence-là. Donc nous étions à peu près dans les mêmes arcanes, je dirais, dans les mêmes processus de tournage, à la seule différence que j'avais un rôle tellement important qu'il m'avait collé une confiance fantastique et qu'il me disait souvent dans des scènes difficiles, le plateau est à toi, tu commences quand tu veux. Ça, c'était une responsabilité, une confiance qu'il me faisait, qui me donnait envie de me surpasser sans cesse dans le jeu, quoi. Donc j'étais, je crois que j'étais jeune, j'avais 30 ans quand j'ai fait ce film, mais j'ai été investi d'une responsabilité très intéressante vis-à-vis de lui. Et il me laissait le choix comme ça. Je me rappelle par exemple un jour où j'arrache la projection de quelques images. Alors moi j'avais une idée. Je voulais hurler, mais je voulais pas hurler comme un acteur de théâtre peut le faire avec une voix très bien placée. Je voulais hurler, mais saturé. Donc pour ça, il fallait que je me casse un peu la voix. Donc je lui ai expliqué un peu ce que je voulais. Il me dit, le plateau est à toi. Et alors que tout le monde était prêt, que tout le monde attendait que je sois prêt, j'ai commencé un peu à hurler, à hurler, à hurler. Une chose complètement dingue. À hurler pour me casser un peu la voix, pour arriver dans la scène, arracher ça, mais montrer un personnage qui est en limite. Je comprends. Ça, c'était très intéressant. Et c'était comme ça aussi pour les autres scènes entre vous et Emmanuel Béard dans la chambre à coucher, parce que oui, il y avait beaucoup. Telle intensité. Il y avait beaucoup de scènes comme ça qui étaient paroxystiques. La scène de la fin où le médecin essaye de déceler chez moi si je suis malade ou pas, et que moi j'explique que c'est elle qui est malade. Je fais montrer comme ça, comme si, en français on dit c'est du pipeau. Le pipeau c'est une flûte. Et là je ne sais pas pourquoi, à cause de la caméra, j'ai préféré le faire comme une flûte traversière. Moi je dis... Ce qu'elle dit, c'est n'importe quoi. Mais je savais que dans ce geste-là, il y avait quelque chose qui tourne pas rond. Que le type dise, ce qu'elle dit, c'est du pipeau, c'est réaliste. Mais que le type dise, devant un médecin, là, ça commence à devenir grave parce que le type est démonstratif. Il joue quelque chose. On peut apercevoir la schizophrénie du gars qui perd petit à petit confiance dans sa femme, convaincu qu'elle est de coucher avec cet amant. Or, et c'est ça qui est intéressant, quand nous avions une scène avec Marc Lavoine, qu'il arrive avec elle, et je lui dis, Chacha, comment je joue la scène avec Marc? Et il me dit, si je suis ce que tu m'as dit, les pulsions homosexuelles. Si je suis ce que tu as dit, alors sois adorable avec lui. Donc non seulement il avait compris ce que le psychiatre m'avait dit, mais il me l'imposait dans le jeu, puisque d'un seul coup, cette scène, j'ai accueilli Marc Lavoine avec un grand sourire. Pourquoi? Parce qu'il dit quelque chose de très intéressant par rapport à la jalousie. Ma femme
ne me trompe pas avec cet amant, elle m'empêche d'être avec mon amant. C'est pour ça qu'il faut la tuer. Ouais. Je la tue pour rester avec lui. Ouais. Mais je dis, qu'est-ce que tu fais avec lui? Mais à vrai dire, c'est tu n'as rien à faire là, je veux être avec lui. Ouais. C'est très intéressant cette complexité, parce que j'avais joué au théâtre des choses aussi assez tourmentées comme ça, et que je trouvais que si on arrivait à le faire passer au cinéma, alors ça serait très intéressant. Et entre vous et Emmanuel Béard, j'imagine que c'était très délicat et c'est extraordinaire, vos scènes ensemble. Oui, c'était... Avec l'énergie, il y a beaucoup de changements d'énergie. Oui, oui. Le réassurance et puis le... Oui. Ouais, ouais. Où il lui dit ça va, ne Ouais, t'inquiète ouais, ça pas, va. c'est fini, Ouais, ouais, c'est ouais. fini, il n'y a Ouais. plus de problème. Et Ouais. hop, Ouais. ça revient comme toutes les maladies mentales, Ouais. ça revient, ça le dépasse. Ouais. Oui, c'était très intéressant. Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord avec, avec la façon dont Emmanuel avait décidé de s'habiller. Mhm. Mais je n'étais pas le metteur en En scène. quel sens Le sens que si j'aime une femme, Ouais. qu'elle sait que je suis jaloux, Ouais. pour moi, elle doit s'habiller Ah ouais, en dessous Ouais. du genou. ouais, je comprends. Si elle s'habille au-dessus du genou, Mhm. alors c'est qu'elle ne m'aime pas, Ouais. puisqu'elle ne prend pas garde Mhm. à ce dont je souffre. Mhm. Vous Mhm. comprenez? Ouais. Mais Chabrol trouvait que c'était intéressant que ce soit Emmanuel sexy Ouais. comme ça, Ouais. parce qu'à ce moment-là, le public comprendrait Mhm. ma jalousie, mais ne comprendrait pas que j'en devienne fou. Ouais. Alors que si on avait pris le parti pris que moi Ouais. je pensais être le bon, Ouais. alors on n'avait que le fou. Ouais, Vous c'est comprenez? très important pour le film parce qu'il y a une telle ambiguïté. Ouais. Voilà, Ouais. là on jouait sur les deux tableaux. Mhm. Le spectateur se disait, cette fille est tellement belle que je comprends Ouais. que ce type ait peur de la perdre. Mhm. Et à ce moment-là, le spectateur prenait en pleine poire, il la perd, mais il la tue. Ouais. Là, c'est une autre histoire. Ouais. C'est pour ça que la fin est double comme ça. Hein. Mhm. On avait tourné ça avec l'assistante, il est dans la salle de bain, Ouais. il commence à devenir très malade, et il est dans la salle de bain, je ne sais pas ce qu'il fait, il se lave les dents, je ne me rappelle plus bien, Mhm. et il y a sa femme couchée avec une mare de sang au pied de la salle de bain. Ouais. Je crois que c'est une scène de rasoir. Il l'a tuée. Et puis il rentre dans la chambre, c'est un plan séquence, il rentre dans la chambre et sa femme est dans le lit et l'attend. Mhm. On ne sait pas s'il l'a tuée ou pas. Et quand il entre dans la chambre, il la voit, il se met à la fenêtre et là, on entend une ambulance et la police qui arrive parce qu'elle a appelé en disant « là, il est en train Ouais. de devenir complètement fou et il va me tuer. Mhm. Cette espèce de double fin a beaucoup surpris la critique parce que les gens auraient voulu qu'il y ait une fin rationnelle. Ouais, ouais, et Chabrol ne voulait pas, il voulait laisser le choix. Ouais. Vous voyez, comme quoi il n'était pas un metteur en scène commercial, en ce sens qu'il prenait le risque de déplaire Ouais. et de remettre le spectateur en question, ce que n'aiment pas trop les gens, finalement, qui aiment bien avoir des choses toutes cuites, quoi. Oui, mais 20 ans après, on a l'impression que c'est un décès. Ouais, une telle force. Un malaise Ouais, encore ouais. plus important. Ouais. Et puis il y a les mots sans fin. Oui, Ouais. ouais, exactement, Ouais. sans fin. Oui, oui, ça c'est le côté récurrent, roboratif de l'idée que s'il ne la tue pas, de toute façon, il finira par. Ouais. Hein, et c'est un message aussi aux jaloux Ouais. et aux femmes. Mhm. Quittez les jaloux maladifs, quittez-les Ouais. avant qu'ils ne vous tuent. Après, dans ma vie, j'ai pu vérifier qu'il y a des gens comme ça. Alors, That's good? c'est ça, ouais. Merci. Merci à vous. OK. C'est très difficile pour moi de parler de Chabrol parce que je pourrais